Est-ce que vous aussi, vous êtes complètement accro aux images? Ouais, pas... Je crois, ouais, comme beaucoup de gens. Moi, je suis très visuel à la base, donc que ce soit la photo, l'image en mouvement, la peinture, c'est sûr que c'est un truc qui me... Le dessin, je crois que j'ai aussi une bonne mémoire visuelle. Ouais. Le reste, je suis un peu nul. Donc, Et c'est quoi votre consommation d'images dans une journée? Dans une journée, ça va aller évidemment de beaucoup d'infos. Ouais. En fait, de plus en plus de podcasts, donc finalement de moins en moins d'images. Puis ça va être des réseaux sociaux, comme tout le monde, malheureusement. Beaucoup de SMS. Je vois beaucoup de choses comme ça maintenant entre mes mains, qui prennent trop de place même. Mais c'est un problème ça quand on est un réalisateur, que l'image prenne trop de place. Parce qu'on a besoin de trouver l'image parfaite. L'image écrite, l'image que tu as dans la main, comme ça, là, le texto, les réseaux sociaux, c'est vrai que moi j'ai même pris l'habitude de travailler sur mon téléphone. Malheureusement mes images se sont contractées dans cette télécommande des vies de chacun aujourd'hui. Et bon voilà, mais je consomme de l'image évidemment au cinéma aussi, évidemment en plateforme, en série. Je regarde pas trop la télé. Ouais. Et j'ai jamais trop regardé la télé, sauf gamin où j'ai subi parce que j'étais dans une famille et je suis d'une génération où les gens regardaient beaucoup la télé. Et dès que j'ai vécu seul, en fait, j'ai banni la télé de chez moi. Et c'est vrai que je regarde pas la télé. J'ai l'impression, paradoxalement, bizarrement, de perdre du temps quand je regarde un programme qui m'est imposé à la télévision. Bonsoir, Jalil Lesper. Merci de passer la soirée avec nous. Merci à vous, Thibaut. Ouais, vous allez finir par me tutoyer. On est au Forum des images, c'est pour ça que je vous parlais des images. C'est marrant cet endroit-là. Ouais, c'est hyper beau déjà. Alors, il y a des films, des festivals, il y a des expos, et puis il y a une école en fait, ici. C'est ce que j'ai appris. Ouais. Est-ce que le cinéma, quand on voit toutes ces images, il va mourir? Il va mourir le cinéma. Pourquoi il mourrait le cinéma? Mais parce que le scénario de la vraie vie est tellement dingue en ce moment. Qu'est-ce que fera le cinéma de mieux? On consomme des images en 30 secondes sur TikTok ou Instagram, alors que le cinéma, c'est le temps long. On consomme les images à la verticale, alors que le cinéma est à l'horizontale. Je dois dire que j'ai eu un moment où je consommais énormément de séries, par exemple. Ouais. Et en plus, j'ai eu l'opportunité de travailler assez tôt, du moins en France, sur des séries, les premières séries Canal qu'on disait un peu différentes. Ouais, comme acteur. Bien, les séries Canal. Voilà, toujours d'ailleurs, mais elles ont un ton. Ouais. En tout cas, elles avaient un ton plus moderne, et puis c'était un peu le début des séries. Je me rappelle comme acteur, j'avais fait une série qui s'appelait Pigalle la nuit, qui était une super série. Et à l'époque, les gens me disaient, mais t'es fou, Jalil. Et moi, à l'époque, je regardais déjà The Wire. J'ai des mecs. C'est américaine, c'est même pas demain, c'est déjà là et il faut s'y mettre. C'est génial comme format. Parce que les gens disaient la série, c'est comme la télé, quoi. C'est ça, voilà. Téléfilm, il y avait encore un truc comme ça, vachement un peu snob, quoi. Et donc j'ai vraiment, moi, j'ai pas de snobisme. J'aime plein de choses parce qu'elles sont justement différentes. Mais j'ai trouvé que à un moment, évidemment, dans tous les dîners, on parlait plus de séries. Beaucoup plus que de cinéma. Quel est le dernier film que tu as vu? Voilà, c'était la dernière série, etc. Et j'ai l'impression que la tendance, non pas, je vais pas dire que ça s'inverse, mais que ça se rééquilibre déjà depuis quelques temps, où j'entends à nouveau les gens ont de l'appétit, en fait, finalement, pour ne serait-ce que l'expérience de cinéma. Et c'est une grande différence déjà de la démarche du cinéma, et c'est ce qui fait que ça reste quand même, à mon sens, c'est que c'est une expérience. Au même titre que le théâtre. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup maintenant dans n'importe quelle expo, c'est des expos immersives. Mais le cinéma est une immersion par rapport à la série où on est chez soi devant ça. Oui, mais on va se mettre dans le noir, tu te souviens généralement d'un film que tu as été voir parce que tu y as été, tu as fait la démarche d'y aller, de payer ton ticket, tu t'es fait un dîner, tu as peut-être été avec quelqu'un, tu as vécu une expérience collective. Enfin, c'est pas du tout la même démarche et du coup, ça reste
au-delà même du regard de chaque réalisateur, réalisatrice qui apporte sa vision, du monde, etc. Il y a aussi des genres de films différents, des cultures différentes, donc il est tellement multiple qu'en fait c'est un support comme un autre, comme la peinture, comme la littérature. Donc certains vont s'adapter, d'autres ont envie de quelque chose de plus traditionnel. Qu'est-ce que ça ou reviennent à quelque chose de traditionnel, ça devient cool. Vous par exemple. Par exemple, tu vois, tourner en pellicule, c'est devenu hyper cool, alors que quand on était passé au numérique. On tourne beaucoup en numérique, mais par exemple, il y a des gens qui ont une appétence depuis quelques années pour tourner en pellicule, et je comprends bien parce que c'est vachement agréable. Alors que moi, par exemple, j'ai commencé comme réalisateur à tourner par exemple en pellicule. J'ai fait Super 16, 35. Il y avait des trucs super, mais il y avait aussi d'un seul coup le numérique, moi, m'a permis de faire plein de prises, par exemple, avec les acteurs, d'avoir un plateau beaucoup plus libre, et j'étais content d'avoir cette liberté. Et d'un seul coup, quand j'ai commencé par exemple à coproduire et à produire, par exemple, coproduire le film par exemple de Charlotte Lebon, elle voulait tourner en numérique, c'était son premier, en pellicule, c'était son premier film, et elle avait envie de ce grain pellicule, du film, etc. Et ce qui est génial, donc c'est des cycles, tant que les gens s'approprient finalement le cinéma pour en faire une œuvre à chaque fois différente, le cinéma sera toujours vivant, évidemment. On va voir une salle. Ouais, avec plaisir. Mais à ce qui paraît, certains aujourd'hui regardent les films en accéléré. Parce que maintenant, c'est possible. Ouais, ça, je trouve ça un peu hardcore. Ouais. C'est cool quand même, une salle de cinéma. Ouais. Vous mettez où, vous, quand vous allez au ciné? Moi, j'aime bien être prêt, en fait. La salle est vide, vous choisissez? Ouais, par ici. Ah, centré? Ouais, centré. Ah oui, centré. Ouais. Ah ouais? Centré déjà dans le rang, je veux dire. Ouais. Et après, je suis plutôt devant. Je reste quand même... J'aime bien être devant, mais pas ici non plus, parce que là, ça me fait un peu mal au cou. Et puis moi, j'aime bien que le film me tombe un peu dessus, et puis j'aime bien être sur le côté. Ah, t'aimes bien... Ah ouais, sur le côté. Parce qu'il faut que j'étende mes jambes. Ouais, je comprends. Mais ça va, là, il y a... Ouais, là, regarde, tu peux y a faire de la comme place. ça. Là, c'est vrai qu'il y a de la place. Ouais. Bon, alors, vous sortez un documentaire. Ouais. Sur le Dakar. Ouais. Pourquoi le Dakar? Vous m'attendez pas à un documentaire sur le Dakar au mois de juin? Ouais, moi non plus. D'ailleurs, il devait sortir au mois de novembre. J'avais envie de faire un film sur le sport, mais faire un film de fiction sur le sport, c'était très compliqué. C'est généralement en France, du moins. C'est vrai qu'il n'y a pas de grands films en France, ça n'a pas beaucoup. Hein. En tout cas, c'est difficile de faire un film qui marche, parce que moi, ma théorie, c'est que souvent, quand on fait un film, et je l'ai fait comme comédien, c'est quand tu fais un film où il y a du sport dedans, c'est très difficile à le pitcher, entre guillemets. Donc c'est un film sur le sport, mais c'est pas que un film sur le sport, ça parle aussi. Et donc là, tu perds les gens, quoi, déjà. Ouais. Et c'est vrai que quand tu as beaucoup de films chaque semaine qui sortent... Mais c'est vrai que les Américains savent faire ça assez bien. Ouais, il y a F1 là, en ce moment. Ouais. Mais même, il y a le mythique L'Enfer du Dimanche sur le foot américain. Ouais. Mais en France, j'en vois pas trop. Il y a eu Coup de tête de Claude Miller. Ouais, c'est vrai. Non, mais il y a des avec films... Patrick Devers. Mais c'est assez rare, en fait. Ouais. Et puis moi, ce que j'aime dans le sport, c'est la notion, entre guillemets, de direct. C'est-à-dire que les mecs, ils refont pas à la prise. Donc le documentaire s'imposait, quoi. Comment vous avez fait? Parce que, je veux dire, là, il n'y a pas un plateau de tournage avec une petite pièce, et c'est l'immensité du désert, sur des milliers de kilomètres carrés. Ouais. Comment on fait pour saisir les instants, les moments? C'est faut un peu de peau, un peu de chance aussi. C'est un mélange, c'est-à-dire que déjà, j'ai fait une grosse prépa, dans le sens où j'ai été faire un Dakar entier pour voir déjà à quoi ça ressemblait, m'immerger, et puis parce que moi je sais même pas changer l'huile de mon moteur. Ouais. Tu vois, en fait, je me suis dit c'est intéressant parce que le Dakar c'est une grande, déjà c'est un événement sportif français mondialement connu et qui est tombé un peu en désuétude en France. Donc je me suis dit tiens, ce serait bien de faire un truc là-dessus. Et c'est pas le milieu du foot. Par exemple, qui est surmédiatisé. Là, j'aurais peut-être plus de place pour m'exprimer et pour approcher des athlètes. Et moi, mon but, c'était de m'immerger dedans, de pas du tout faire un documentaire sportif, faire un reportage sportif, tu vois. Et comment, alors justement, comment on trouve
la subtilité pour que ce soit pas du journalisme et un reportage et que ça soit un film documentaire? C'est quoi la différence? Bah, je crois que le documentaire, en fait, il y a un point de vue déjà plus personnel, c'est plus subjectif. Le reportage sportif, en gros, on va donner les résultats, expliquer le classement, ces trucs-là, les règles du jeu. Moi, j'avais pas du tout envie de faire ça, surtout que c'est une compétition très compliquée. Moi, ce que j'avais envie, c'était vraiment d'approcher des athlètes au plus proche, enfin, vraiment rentrer dans leur vie et en faire des personnages de cinéma. En fait, c'était d'utiliser tout ce que je connaissais, entre guillemets, de la fiction et de faire de personnages réels, des personnages presque de fiction et de les inscrire dans un film qui soit entre le documentaire, évidemment, c'est du documentaire, c'est vrai, mais avec des ressorts de cinéma, quoi. Pour revenir à ta question initiale, comment filmer dans l'immensité du désert, bah, c'était justement d'être capable d'être un peu comme d'être un peu partout, donc de quadriller un maximum et d'avoir des équipes. Alors quand vous n'êtes pas toujours derrière la caméra, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui filment et le soir ils reviennent avec leur rush, comme on dit, et on se dit, enfin le soir ou plus tard d'ailleurs. Ouais, alors tout ce qui concerne la course, je peux pas y être. Comme pendant le tour, j'y vais en repérage pour voir comment on fait hélico ou comment on s'organise avec ASO qui est l'organisateur du Dakar pour placer des gens dans le désert à certains spots parce que eux, ils ont repéré, enfin eux ils ont préparé la course donc ils savent où ça va être beau, impactant. Toi, j'en ai suivi 12 athlètes. Donc voilà, et je savais qu'un tel arrivait, l'autre partait. Là, je lançais une équipe, je commençais à écouter. Je me disais tiens, je pense que il s'est passé ça, donc à mon avis, ils vont parler de ça. Bon an mal an, je savais à peu près là où ça allait, et l'idée c'était de dégager voilà des histoires, et puis ensuite au montage de voir comment émerger les personnages de manière empirique. On y va? Ouais. Vous êtes sur ces photos ou pas? Je pense pas, non. Alors vous devez me dire celui que vous préférez et celui que vous aimez le moins. J'ai pas de... Vous dites pas de méchanceté? Bah elle, je l'aime beaucoup. Laquelle, elle? Bah, Adèle ou Charlotte? Non, Charlotte aussi, je la connais pas, mais Adèle, j'ai eu la chance de bosser avec elle une fois. Et c'est une actrice... C'est dommage qu'elle ne veuille plus tourner. Ouais, peut-être qu'elle reviendra un jour, je sais pas, mais en tout cas, c'est une sacrée personnalité, c'est une sacrée intelligence et c'est une actrice incroyable, très impressionnante, qui a une espèce de puissance et puis qui m'a impressionné parce qu'elle tente. Elle changeait à chaque fois, à chaque prise, et puis des fois, même si c'était à côté, c'est pas grave, la prochaine fois, et puis d'un coup, c'est magique. Sublime actrice. Lui, à William Dafoe, la grosse classe, j'adore. Adorable. Ah, j'ai tourné, je fais de la pub avec Ozzy, ouais. Je fais des pubs. Parce qu'il y en a avec qui vous avez tourné, mais est-ce que vous les connaissez? Et d'ailleurs, c'est toujours un peu le milieu du cinéma. Est-ce que les gens se connaissent? On a tourné sur un film de Louillet ensemble. Daniel Auteuil aussi, et c'est un mec super, avec qui j'ai eu la chance de tourné il y a très longtemps. J'avais été tellement impressionné par lui comme acteur que je m'étais approché du plateau. C'était tout jeune acteur. Et j'étais hyper impressionné parce que c'est un acteur que tu n'entendais pas de loin. Il poussait pas du tout la voix. Et il était hyper... il jouait tout comme ça et tout. Super mec en plus. Mais c'est vrai que je m'étais approché du plateau et c'est un acteur qui a une immense finesse de jeu. Après, il est capable de jouer gros, grand, petit... Mais oui, d'ailleurs, est-ce qu'un acteur doit avoir son style ou doit être capable de jouer tous les styles? C'est-à-dire, par style, tu veux dire? Par exemple, il y a certains acteurs, on dit, ah bah tiens, il fait toujours la même chose. Lucchini fait du Lucchini, par exemple. Et il y en a, on se dit, putain, il est capable de tout faire, de faire des choses différentes. Enfin, je prends Lucchini d'ailleurs. Oui, non, mais parce qu'il a une force personnelle. Déjà, il a une voix, il a une très forte personnalité aussi. Bah, je crois que c'est un mélange des deux. Et là, je pense qu'il n'y a pas de règle. Je suis très ouvert. Déjà, il y a des gens qui touchent plus ou moins, donc ça c'est très subjectif. Il y a des gens qui jouent juste et d'autres moins, et des fois c'est même intéressant, quelqu'un qui joue pas forcément très juste. Mais donc l'acteur, c'est souvent l'actrice. Est-ce qu'il y a des grands acteurs qui jouent pas juste?
Bah, par exemple, tu as des gens qui ont un ton. Jean-Pierre Léaud, il a un ton. Oui. Ah oui, c'est vrai que Il a Jean-Pierre un Léaud, ton oui, qui c'est est vrai. quand même très particulier. Ah, c'est vrai. Et pour autant, quel acteur, quoi. C'est incroyable, Ouais, ça. Hein. ouais, vous avez vu, c'est pour l'école de... C'est délirant, quand même. Après, il décolle du sol. Je pense qu'il faut pas s'asseoir. Hein. Si, on peut, ouais, si. Et en fait, après, quand ils sont en marche, ils décollent du sol, et donc on travaille à... Les pieds dans le vide. Ouais. C'est génial, quand même. Vous pourriez monter là-dessus? C'est vous qui faites le montage? Non, mais par contre, je vais au montage. Ouais. Non, le montage et le scénario, c'est des choses où j'aime travailler en collaboration parce que je pense qu'il faut un esprit un peu matheux. Ouais. Le montage, au même titre que le scénario, c'est de l'écriture et il faut savoir organiser une pensée, vraiment la structurer. Alors j'adore le faire au rebond avec quelqu'un dont c'est... Oui, mais alors quand c'est un scénario qui est écrit à l'avance sur une fiction, c'est plus simple que quand on a des milliers de rushs et qu'il faut écrire le scénario après, non? Ouais, non, mais en l'occurrence, moi, les scénarios, à chaque fois, je les ai coécrits ou écrits. En tout cas, j'ai participé à l'écriture, donc je pars de zéro. À moins d'adapter un roman, et encore, même c'est un peu les faux plats, tu sais, le truc des faux plats, quoi. Adapter un roman, tu dis easy peasy, quoi. Et en fait, c'est quand même beaucoup de travail. Mais c'est vrai que là, le documentaire, ça m'a pris, par exemple, sur le Dakar, ça m'a pris beaucoup de temps au montage, parce qu'effectivement, il fallait construire une histoire partant de centaines d'heures de rush. Mais c'était passionnant. Hein. Mais ouais, c'était beaucoup de patience. Tous les réalisateurs disent « J'arrive pas à finir mon film, je sens qu'il faut que je retouche. » Là, ça va être encore plus difficile. Parce qu'il doit y avoir tellement de rush, tellement de possibilités de se dire « Ok, là, il faut que j'enlève, et non, et je retouche, et je change. » Alors moi, j'avoue que je suis assez impatient de nature. Donc à un moment donné, j'en peux plus. Qu'on en finisse, quoi. Et puis, il y a un moment où tu sens quand même que tu arrives au bout. Ouais. Tu arrives au bout du truc, que ce ne sera pas parfait. Et que voilà, t'es jamais à 100% satisfait d'un film. Tu passes par des phases où tu le détestes. Moi, généralement, j'aime certaines scènes et puis je me dis, bon, bah, au moins, je l'ai fait pour cette scène, tu vois. Ah ouais. Et puis, avec le temps, tu revois les trucs et tu sais, c'est peut-être le temps qui fait que tu te réconcilies avec le film. Mais moi, c'est surtout de le faire qui m'intéresse. L'UGC Ciné-Cité, c'est vrai que vous, le mercredi, vous regardez la séance de 9h? Bah ouais, c'est la première séance de France, ouais. Donc c'est un super indicateur. Ah, donc c'est pas une légende, ça. On peut expliquer aux gens qui ne connaissent pas forcément. Ouais, complètement. Oui, donc la première séance de France a lieu à 9h au Ciné-Cité Les Halles. Et c'est un premier indicateur joyeux ou malheureux, fonction. De la réussite d'un film. C'est une salle de cinéma importante en France. Et ça se vérifie tout le temps ou pas, cette histoire? Bah ouais, c'est assez violent le cinéma pour ça, c'est que le mercredi en fin de journée, en gros, tu sais si ton film va marcher ou s'il est mort. Ou s'il est presque mort. Voilà, ça va être compliqué. Après, généralement, t'attends maintenant le mercredi, le week-end. Ah oui, c'est un peu différent. Ça peut remonter le week-end. Ouais. Mais là, c'est assez cruel parce que c'est normalement 2-3 ans de travail pour une séance presque le matin à 9h. Voilà, c'est hyper violent. Bon allez, on va montrer où on est, parce que vous m'avez dit, moi je connais Paris comme ma poche. Ouais, un peu trop, ouais. Et donc on est au pied de cochon. Bah, est-ce que vous avez fini de nombreuses soirées ici ou pas? Non, en vrai ça m'est arrivé une fois ou deux, mais vraiment très jeune, à la vingtaine. À 6h du mat, prendre une soupe à l'oignon. Ouais. Vous êtes né à Paris. Paris 12e. Paris 12e, mais vos parents ont une histoire un peu dingue. Ouais, c'est vrai, c'est fou. Ouais. Ça fera un super film, il paraît. Ouais. Ouais, je pense. Ouais. Alors, c'est quoi le pitch? L'amour entre la France et l'Algérie. Ouais. Mon père était français et il était anticolonialiste. Et pour l'indépendance de l'Algérie, c'est une famille communiste.
Et ma mère est algérienne, famille FLN, bourgeoisie algéroise. Et mon père voulait pas faire la guerre d'Algérie. Ils sont 2 frères. Il y avait un frère, ils avaient 2 ans d'écart. Et le seul moyen de ne pas faire la guerre d'Algérie, parce que c'était leur génération, c'était d'avoir l'opportunité de rentrer chez les sapeurs-pompiers de Paris. Donc les gamins se disent, on va rentrer chez les sapeurs-pompiers de Paris, comme ça on fait un service militaire de 2 ans à Paris. Et mon père est pris, et son frère est envoyé en Algérie. Et donc mon oncle, à l'époque, refuse de prendre les armes et fait en fait toute la guerre d'Algérie, en tout cas c'est 24 mois en prison. À l'indépendance, il décide d'aller s'installer en Algérie, de faire faire l'inverse, c'est-à-dire des Français. C'est-à-dire que lui, il y va avec le rêve d'une Algérie socialiste à reconstruire, et il décide de s'installer là-bas. Il devient ce qu'on appelait à l'époque des pieds rouges. Pieds rouges, c'était des communistes qui croyaient un idéal socialiste en Algérie. L'inverse des pieds noirs, qui quittent l'Algérie. Voilà. Mes grands-parents, à l'époque, ils habitent à Valenciennes. Ils disent à mon père, ton frère aîné est en train de devenir fou, il va se faire tuer, va le chercher. Donc mon père part en Algérie, il n'a jamais pris l'avion de sa vie, quoi. Il n'a jamais quitté la France, et il part en Algérie chercher son frère. Et il doit rester 2 semaines, et finalement il reste 2 ans. Il découvre le théâtre en Algérie, et il s'inscrit au conservatoire d'Alger, et il rencontre ma maman, qui est algérienne, et avec tout le tabou que ça peut représenter à l'époque, d'avoir une histoire d'amour entre un Français au lendemain de l'indépendance et une Algérienne, famille FLN. Et en gros, c'est l'amour fou, et les deux quittent l'Algérie et se marient en cachette en France. Mon père est mort l'année dernière, et voilà, ils ont vécu ensemble jusqu'à la fin. Enfin, voilà. Ma mère a rencontré mon père, elle avait 16 ans, et on a 75 aujourd'hui, mon père est mort l'année dernière. Donc ouais, c'est une super belle histoire d'amour. Qu'est-ce que vous pensez en ce moment? J'imagine que vous avez un regard sur ce qui se passe en ce moment en Algérie, avec par exemple Boualem Sansal qui est emprisonné. J'imagine que vous devez... J'ai lu le bouquin de Kamel Daoud, par exemple. Je le trouvais vraiment fort. Ça me meurtrit, ça me blesse de part et d'autre, si vous voulez, cette espèce d'incompréhension et d'amertume, de colère, de haine même. Parce que je pense que les peuples, au-delà des politiques, en fait, sont liés, quoi. Donc qu'on le veuille ou non, c'est des peuples qui sont imbriqués, leurs histoires le sont. Je pense que le temps fera son œuvre, mais oui, c'est une souffrance. Votre mère est croyante? Elle est musulmane? Elle est musulmane, ouais. Et vous, votre rapport à Dieu et à la religion? Alors ça, c'est marrant parce qu'on est passé devant l'église Saint-Eustache. Ouais. Donc moi, je suis de père communiste. Oui. Et de mère musulmane. Et en fait, comme on est habité dans des quartiers plutôt populaires, ma mère a voulu absolument que j'aille dans une école catho. Ah bon? Ouais. Parce qu'elle trouvait que c'était important d'avoir des cours de catéchisme. En tout cas, un rapport à la spiritualité. Et puis aussi parce qu'elle disait que le niveau allait être super, etc. Et donc du coup, au final, j'ai eu quelques cours de catéchisme pendant quelques années. Et c'était drôle parce que ça m'a tout de suite plu, moi, la spiritualité. Ça a interrogé des choses en moi qui me plaisaient gamin, mais vraiment, je te parle de ça en primaire, quoi. Et je me rappelle, on est les 2 premiers de la classe. C'était un curé qui nous donnait les cours de catéchisme. Il avait pris tous les gamins partis, il avait dit, vous vous rendez compte que les deux meilleures notes ce trimestre, c'est donc premier David Goldenstein, deuxième Jalil Lesper.
Donc c'était en gros, David et Goldenstein n'étaient pas catholiques mais juifs. Et moi, père Coco, mère musulmane, et finalement on écoutait ça avec un peu plus de, je sais pas, d'intérêt. Et après, plus tard, j'ai fait une crise un peu mystique à adolescent. Et j'ai décidé de me faire baptiser et de faire ma première communion. Bon, j'ai fait tard en fait. Et j'ai fait je crois que j'ai fait ma confirmation à l'église d'Eustache. Ah ouais. Et donc ma mère a envoyé mon père. Parce qu'il avait quand même il était communiste, mais il était baptisé, il était de culture catholique. Donc finalement, j'ai ramené mon père à l'église. Et moi, il me prenait pour un cinglé, quoi. J'allais à la messe le dimanche et tout, quoi. Et votre mère, elle leur disait quoi? Parce qu'elle l'avait de fait pas la même religion que vous. Tous les dimanches, elle était assez contente, en fait. Mais en fait, il me prenait quand même pour un dingue, quoi. Parce que tous les dimanches, j'allais à la messe à l'église de Ménilmontant, tout seul, quoi. Et j'ai eu une crise mystique. Elle était assez contente que vous ayez une spiritualité, même si c'était je trouvais ça bien. Ouais. Acteur, plutôt la voix de votre père, et vous expliquez ce truc dingue. Le premier casting, vous le faites avec lui. Ouais. Et un jour, il reçoit un coup de téléphone d'un jeune réalisateur qui a repéré sa photo à la NPE Spectacle et qui lui explique qu'il doit faire un film, un court-métrage. C'est l'histoire d'un gamin de 17 ans et de son père, et que, comme c'est un ado, ça se passe pas très bien en gros. Mon père lui dit ouais, je connais, j'ai un ado du même âge. Et le mec lui dit moi j'ai pas trouvé le gamin, donc si ça intéresse qu'ils viennent, venez ensemble. J'y ai été vraiment en me disant ouais, pourquoi pas. Un court-métrage, c'est-à-dire c'est du cinéma, je suis curieux de voir comment on fait des films. J'aimais déjà le cinéma, je ne vais pas du tout en faire ma profession évidemment, et encore moins acteur d'ailleurs. Et je me suis dit, on va voir quoi. Et en fait, on a été pris tous les deux, mais il y avait quand même une part de moi qui me disait, si on est pris ensemble, ça peut être l'occasion de faire un truc avec mon père et que ça reste. C'est pas pour un cachet, c'est quelque chose qui est symbolique, qui a du sens. C'est vraiment de faire un truc avec papa et qu'éventuellement on soit pris, et que si on le fait, ça va exister. Et je me dis très clairement, un jour, si ça marche, qu'on soit pris, je veux dire, un jour je serais peut-être content de montrer ce film à quelqu'un. Pas à mon père forcément, mais peut-être à mes enfants. Et puis malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Mon père n'est plus, mais le film existe encore. Et cette complicité de ce moment-là, elle restera après moi. Et ça, je trouve que c'est magique au cinéma. Coup de bol incroyable, c'est que le réalisateur de ce film, c'est un très grand réalisateur. Tout jeune, c'est Laurent Canté. Et évidemment, qui a fini par avoir la Palme d'Or à Cannes. Ouais, entre les murs, et qui me repère donc sur ce casting, avec qui je fais ce court-métrage, et qui ensuite me propose un téléfilm Arte, qui fait que j'arrête mes études de droit. Et derrière, un autre téléfilm Arte qui devient un film de cinéma et qui est ressources humaines, et qui me lance comme acteur de cinéma, où d'un seul coup j'ai des fiches de paye, acteur, je suis plus étudiant, j'ai mes heures, et j'ai un César. Et elle est où cette statue? Elle est toujours avec moi, elle a été longtemps chez mes parents, je crois. J'ai récupéré maintenant, elle est dans mon salon. Discrètement, mais pas... Vous êtes monté sur scène pour prendre le César. Vous êtes resté très peu de temps. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière phrase que vous avez dit? Je pense que c'était pour toi, papa. Non, j'espère que papa sera fier du fiston. Ouais, je me souviens. Ouais. Je me souviens, en fait, je suis pris d'une émotion. Vous êtes resté 40 secondes, quoi. Ouais, parce que maintenant, ça dure une plombe. Hein. Il faut monter la musique pour que les gens s'en aillent. J'ai pas revu le truc, mais je me souviens que j'avais remercié mon père. Mais j'ai eu peur, quoi. J'ai eu vraiment peur. Qu'est-ce que vous vous dites? Parce que votre père n'a jamais eu, peut-être sciemment, si... Je me dis, putain, j'ai tué le père, pour de vrai, quoi. Ouais, mais très vite, quoi. Ouais, il y a un truc comme ça, c'est violent, quoi. Ouais, c'est oedipien, quoi, de se retrouver finalement à faire le métier de son père, et en plus d'être reconnu très jeune. Alors, comme jeune premier, attention, j'ai pas prétention d'être un immense acteur, mais en tout cas, j'ai eu cette espèce de chance d'être reconnu très jeune. Et c'est vrai que ça pose question, quoi. Dans ce coup, c'est injuste. Mais j'ai des parents très sains, très aimants, donc ils étaient juste fiers, ils étaient même très très fiers. Merci beaucoup. C'est plutôt une fierté, ouais, je suis content. Ouais. Moi, je suis. Merci, madame. Merci beaucoup.
Merci. Et assez vite, vous avez envie de passer derrière la caméra. Ouais. Premier film, long métrage, 24 mesures. Ouais. Combien d'entrées? 13 000 entrées, je crois. La critique? Écoute, on fait le festival de Venise. Ouais. Oh, cool. Je crois qu'on fait la dernière couve de Libé, je fais une photo dessus, interview et tout. Après, moi, j'ai jamais lu la presse critique. Ni pour mes films, ni pour les autres. C'est vrai? Ouais, jamais. C'est un truc que je m'interdis. Mais pourquoi? Pour les mains, ça me fait souffrir. Déjà, parce que même si ça a des bonnes critiques, il suffit de lire un mauvais papier. Moi, je retiendrai que ça, donc ça va me rendre malade. Et ça me donne ni envie. Moi, j'ai envie de voir des films a priori sur ce que je vois en bande-annonce, sur la perception que j'ai des films précédents, du metteur en scène, de la metteuse en scène. Mais je me fie vraiment à mon instinct. Deuxième film, Des vents contraires. Oui. Combien d'entrées? Non, je veux plus. 300 000. Ouais, là, c'est bien. Ça a bien marché, ouais. La critique, vous savez pas? Ok, assez ok, moyenne, ok. Non, je me rappelle plus. Bon, il arrive le troisième film, Ouais. Yves Saint-Laurent, c'est ça? Yves Saint-Laurent. Là, ça fait un buzz immense. Ouais, ça a marché, ouais, c'est dingue. Là, c'est quoi, 1 600 000, j'ai vu, je crois. Ouais, je crois, près de 2, on finit presque à 2 millions, effectivement. Il y a une histoire incroyable autour de ce film. Il y a le film en tant que tel, il y a l'environnement. Déjà, qui a l'idée de faire un film sur Yves Saint-Laurent? C'est vous? C'est moi. À l'époque, j'ai envie de faire une histoire d'amour. Je me dis, je cherche un sujet pour une histoire d'amour. Et j'ai envie de faire un film très français, mais d'une grande histoire française. Qui rayonne, qui a du souffle. Et donc, c'est vraiment, pour moi, même deux propositions distinctes. Je me dis, c'est quoi la France? Qu'est-ce qui Seconde Guerre mondiale, la cuisine. Putain, d'un seul coup, je pense à la mode. Je me dis, ouais, la mode, c'est quand même très français. Et puis, je tombe surtout sur un documentaire. Ça s'appelle L'amour fou, de Pierre Torreton. Et je découvre le couple Berger-Saint-Laurent, qui me touche énormément. Et je me dis, bah voilà, là, on arrive un peu au confluent de mes deux sujets. Je connais pas du tout à l'époque Pierre Berger, mais je me dis, bon, bah il y en a un qui est encore vivant, c'est Pierre Berger. Faut que je le vois. Faut que je rencontre le mec. Les gens me disent, le mec est hyper dur, il va t'envoyer balader, il va t'envoyer chier. Et en fait, j'y vais vraiment la fleur au fusil, c'est-à-dire pas du tout en me disant Pierre Berger va me terroriser, parce qu'il était impressionnant en fait, et intellectuellement, la stature du mec, mais moi je suis pas dans la mode, je m'en fous en fait. Là, j'y vais et je me dis, le mec. Pour vous, c'est un être humain. Non, puis je me dis, le mec va me dire non. Donc j'y vais, comme on se voit là, tu vois. Et je dis, moi je viens d'un milieu aussi modeste. Et un de mes livres de chevet ado, c'était Martin Eden. Et je sais pas encore le film que je veux faire, mais je peux vous dire que entre votre histoire, Martin Eden, voilà, il y a un truc qui me. Et sur ça, en fait, on n'a parlé que de Martin Eden, de Jack London. Et il me dit, vous avez tout compris, banco. Vous avez tout, je vous ouvre la fondation. Et il a été incroyable là-dessus. Il m'a vraiment fait confiance en 10 minutes. On y va et vous continuez à me parler du film dans la voiture? Oui. Vous pouvez finir l'autographe? Bien sûr. Merci. Bah là, sur le pied de cochon. Ouais, l'idée, on est appuyé, car je à ma place. Tu m'as bien aimé, ressources humaines. Ça, c'est adorable. C'est gentil, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bon appétit, les mecs. Merci. Ah, on signe encore des autographes? Je croyais qu'on faisait plus que des selfies maintenant. Ah, je suis un ancien, mec. Comment vous apprenez qu'il y a un autre film qui est en train de se monter au même moment? Un autre film sur le même sujet, sur Yves Saint-Laurent. En cherchant un scénariste, en fait. Tout simplement. À l'époque, je me dis que je vais... En fait, j'ai vu Le Discours d'un roi. Je veux rencontrer le scénariste du Discours d'un roi. Et en fait, en allant à Londres, rendez-vous avec son agent. De toute façon, le mec n'était pas dispo pour
pour le coup. T'es pris sur des années, le mec. Tu vois, je tente le coup quand même. Et en revenant, j'apprends qu'il y a un autre projet, en gros, pour la faire courte. Appel, on me dit, mon agent de l'époque me dit, écoute, j'avais lancé aussi une demande sur un autre... Mais là le projet est déjà lancé pour vous? Ah ouais, déjà, voilà. Et annoncé. Et l'autre? Et annoncé. Ah ouais. Et là, c'est les boules ou c'est un... Ouais, est-ce qu'il y a un coup de colère quand même sur le coup là? Ouais, un peu d'incompréhension sur le coup, de pas être... En fait, de pas... Qu'on m'en ait pas parlé, que je la prenne comme ça, ouais, j'étais un peu surpris, mais après... Mais honnêtement, toute la période où ça se fait, je me souviens pas bien, mais c'était dur, non? J'imagine, là, c'est un affrontement complètement entre les deux équipes, les deux... Ouais, c'est un peu compétitif, ouais, quand même. Ouais. Mais au final, je pense que tu vois, c'est des sujets qui méritent plusieurs films, en vrai. Il peut y en avoir d'autres. Ouais, pourquoi à ce moment-là, deux personnes veulent faire un film? Je sais pas, à l'ère du temps, tu vois, je sais pas. Vous êtes reparlé avec Bonello ou pas? Ouais, bien sûr, ouais. Qui faisait, lui, Saint-Laurent. Ouais. Ouais, on se reparlait, bien sûr. Mais on se connaissait d'avant, moi j'avais bossé, sa femme était ma chef op sur on mon film. s'appelle, on s'insulte, enfin ça en est là ou pas? Faut pas déconner quand même. Non, ça va. Non, vous avez l'air de me dire un nom, mais en fait, si. Non, mais on en a reparlé. Mais moi, je pense que ça a été une chance pour les deux films, en vrai. On s'est fait, c'est que des films au final, tu vois. On s'est fait plus de. Oui, mais est-ce que vous avez peur que les films se sabordent l'un l'autre? Ouais, bien sûr. Ouais. Évidemment, quand ça arrive, sur le coup, tout le monde est un peu en vent de panique. Et puis, peut-être dans ces moments-là, moi, je sais pas, je préconise de rester calme. Ouais. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et puis voilà, tu vois, c'est que des films. Je vous crois pas trop sur le coup, mais... je vous jure, c'est vrai. Mais par exemple, sur les acteurs, est-ce qu'ils ont une pression à dire faut que je sois le meilleur, faut que je fasse le meilleur film? Non, très honnêtement, nous à l'époque, on est vraiment concentrés sur notre film et moi, je suis. Ça c'est plus au moment du financement, tu vois, où tu flippes, etc. Mais au moment de tourner, tu tournes, tu fais le film que tu as à faire. Tu penses pas à ce que fait le voisin, tu vois, je veux dire. Et franchement, tu lui souhaites de faire le meilleur film possible et que toi tu puisses faire le meilleur film possible et basta. En tout cas, moi je suis comme ça. Non, je te jure. Qu'est-ce que tu veux faire? En tout cas, moi, à un moment donné, moi je suis dans. Il n'y a pas rien à faire, mais vous pouvez me dire, putain, je les déteste ces enfoirés. Non. J'ai pas de temps à perdre sur ce genre de truc. Parce qu'après, au César, par exemple, qui suivent, vous êtes en compétition. Il y a Huliel contre Ninet, côte à côte. Les pauvres. En vrai, Pierre avait tout dit, tu vois. Il a reçu son prix, un discours magnifique. Il rend hommage au travail de Gaspard qui était magnifique dans le film de Bertrand. J'ai regardé votre discours. Lui, ça a duré 4 minutes 30 et vous, 40 secondes. Il y en a un qui était mieux formé que l'autre. On a à peu près le même âge en plus. Ouais. Mais Pierre, il est aujourd'hui, il est méga connu, etc. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il est déjà impressionnant de travail, d'intelligence et de talent. Donc moi, je savais que le mec, il allait aller. Ouais, alors, il y a cette histoire sur le Saint-Laurent, mais ce qui est fou, c'est que vous avez failli vous remettre, peut-être d'ailleurs vous y êtes, vous allez me dire, dans la même histoire avec Johnny. Ah, écoutez... Alors là, est-ce que vous allez faire le biopic sur Johnny? Je ne sais pas. Ah, vous pouvez pas le dire? Non. Il y en a un qui est en train de se faire avec Cédric Jiménez là, et Raphaël Quenard. Ouais. Moi, je sais pas, c'est un projet auquel je tiens, mais j'en ai... En fait, encore une fois, moi, des projets, je suis obligé d'en avoir plusieurs parce que malheureusement, il y en a peu qui aboutissent. C'est compliqué de faire un film, d'aller au bout d'un film. C'est déjà un petit miracle que le film se fasse. Donc ça fait partie des projets auxquels je tiens, ouais, bien sûr. C'est dans ce cadre que vous avez rencontré Laetitia Hallyday. Et moi, vous avez vécu une histoire ensemble qui a été très médiatisée. Est-ce que vous aimez ça, le côté people? Non, pas spécialement, non. Ah, mais vous prenez des décisions, par exemple, de faire la une de Paris Match ou des choses comme ça. Comment ça se décide? Quand on vient de là où vous venez, j'imagine que c'est des choses qui sont... Ouais, moi je m'adapte aussi aux circonstances. Encore une fois, moi je suis pas du tout snob. J'ai pas ce truc à me dire, peut-être à tort, hein, mais je vis les choses au moment où j'ai envie de les vivre et j'ai toujours été très libre. J'arrive pas
à tricher, quoi. Et l'exposition de sa vie privée, comment vous le vivez? Parce qu'il y a des acteurs qui... Vie privée, on la connaît pas trop en vrai. Si, plus que d'autres. Bah quoi? Bah, on sait que vous avez été avec des femmes connues, donc forcément Quelle les femme médias... connue? Bah, Laetitia Hallyday, Sonia Rolland, je veux dire, c'est des femmes connues. Oui, Sonia, bah, oui. Sonia, Ouais. j'y restais 10 ans, Bah, on a voilà. une fille, ouais. Et Ben justement, c'est ce rapport à la... non, c'est au la vie. people. Si tu rencontres des... Bah non, bah, j'ai deux autres enfants avec une autre femme qui l'est pas. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est aussi un truc presque de milieu, quoi, où tu vois, des gens se rencontrent au travail, par exemple. C'est quand même beaucoup de gens qui se rencontrent au travail. Oui. Donc c'est un peu de la même chose, quoi. Non, j'ai pas du tout... Au contraire, même au contraire, je suis plutôt dans tendance discrète et c'est pas rebond, je dirais. D'ailleurs, tu vois, le mec, on est sorti du resto, il me dit comment vous vous appelez, c'est quoi votre nom? Moi, c'est plutôt ça. Et ça me va très bien, et c'est pour ça que je suis très content. Moi, je prends le métro, les gens m'emmerdent pas, enfin, ils me reconnaissent pas. Je fais des films, je suis caché derrière. Là, mes questions, je sens qu'il y a un petit... ça peut gêner. Non, mais c'est vrai que je parle peu de choses personnelles, en vrai. Ouais. Oui, mais en même temps, c'est paradoxal, vous me dites ça, mais vous faites la une de Paris Match. Ouais, je me souviens pas de cette une, mais encore une fois, c'est beaucoup par rebond. Tu vois, on va pas me faire une pour moi. Demain, voilà. Donc, à un moment donné dans ma vie, ouais, ça m'est arrivé de faire des unes. Ouais. Et d'être une personnalité publique, faut pas non plus, faut aussi l'assumer. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas un truc que je cherche. On sort? Ouais. Et j'ai vu que Laetitia Hallyday avait fait un petit mot pour vous encourager pour le Dakar. Ah bah, on a le bon rapport, ouais, bien sûr. Parce qu'elle s'est exprimée sur votre relation, mais pas vous. Alors, je me suis dit que ok. J'allais vous poser des questions, mais vous parlez pas de votre vie privée, alors. Alors donc, on est au Max Linder. Ouais, on est au Max Linder. Bah, normalement, là, t'as soit le balcon, soit l'orchestre. Alors vous préférez le Je pense que pour les images, le balcon, c'est cool. Enfin, j'ai vu Kanye West ici. C'est vrai? Qui présentait des clips qu'il avait réalisés. J'avais trouvé son clip complètement mégalo. Le mec avait fait un discours lunaire où j'ai eu un fou rire, en fait. Et je me rappelle qu'il y avait un mec qui avait écrit dans un canard que je ricanais derrière et tout. Et j'étais atterré, je me disais, les gens, bon, il a un talent indéniable, mais je sais pas, il y avait une espèce de folie autour. Je trouvais un peu ridicule, à vrai dire. Je parle pas musicalement, mais sur le personnage, quoi. Et puis finalement. Ouais, ça tourne mal. Mezzanine? Mais il était déjà un peu allumé, en effet. Ouais. Ah, elle est belle. Ah ouais, c'est vrai que... C'est coolos, ça. Alors là, dans une salle comme ça, vous vous mettez où? Non. Là, c'est quand même calme ici. Il y a une grande révolution dans le cinéma après MeToo. Et là, je vous ai sous la main, vous êtes un réalisateur, et je ne sais plus à quel acteur l'autre fois se demander, et je me pose des questions sur les coordinateurs d'intimité. Vous avez ça, vous, dans vos films? Ouais, j'ai fait un film américain, pour la première fois, j'ai eu ça. Un film et je trouvais ça très bien parce que il y avait une scène assez une scène intime et entre le coordinateur, le réalisateur et les acteurs, on a pu vraiment échanger sur la scène à jouer. Donc c'est un peu ridicule, on arrivait un peu tous comme un cours de yoga, tu vois. Je dirais bon, si je mets la main là, est-ce que ça te dérange? Et si je fais ça? Et là, le réalisateur dit, il serait bien de faire ça, vous embrassez comme ça. Et vraiment, tu vois, tu t'établis une sorte de mécanique, tu vois, très précise de ce que tu dois faire. Mais surtout, moi c'était la première fois où j'ai pu dire à un réalisateur, ça je me sens pas de le faire. Et en plus, c'est des anglo-saxons. Les anglo-saxons, ils ont un rapport très différent au corps et à l'intimité. Où tu verbalises beaucoup plus les choses. Enfin, c'est plus protestant, quoi. C'est plus rationalisé que les latins, tu vois. Plus,
Et là, d'un coup, tu peux dire à un réalisateur, bah ça, je me sens pas de le faire. Et au lieu de te dire, bah non, il faut, le mec discute et te dit, ouais, mais pour le personnage, ce serait peut-être bien, mais je comprends que c'est tes limites, tu vois, il accepte les limites de l'autre. Mais est-ce que ça peut être une critique, bloquer l'action, bloquer, je veux dire, quand vous jouez, vous faites remonter des choses du fond de vous-même, parfois on peut crier, et là, ça empêche l'instinct de surgir ou non? Bah, la fiction, en particulier, et j'allais dire presque même le documentaire, ou en tout cas pour moi l'art en général, il faut que tu acceptes la contrainte. Sans contrainte, pour moi, il n'y a pas vraiment... sur mon premier film, j'avais fait, je fais des digressions un peu reloues, mais puisqu'on a le temps, autant le faire. Sur mon premier film, il y avait un des acteurs qui faisait la musique du film, qui est Archie Shepp. Archie Shepp, c'est un jazzman. Ouais. La spécialité d'Archie Shepp, c'est le freestyle, le free jazz. Et il y avait une scène d'impro avec Samy Bouajila, où il pétait un câble, etc. Enfin, ça s'énervait. Et Samy, je lui demande, vas-y, un pro, machin. Et Archie était tout calme, ça c'était un vieux monsieur déjà. Puis il me fait, tu sais, Jalil, nous en free jazz, on aime bien le free jazz, parce qu'il trouvait qu'on criait trop, quoi. Il me dit, mais on connaît le solfège. Parce que si tu connais pas le solfège, tout le monde fait dans un trombone ou dans une trompette. Mais pour bien le faire, il faut connaître ses bases et ses gammes. Et j'ai gardé ça en tête comme vraiment une belle leçon. C'est-à-dire que moi, j'appréhende toute forme de... Enfin, en tout cas, dans mon travail, c'est très important, surtout quand tu es réalisateur, d'intégrer que tu as des contraintes, plein de contraintes techniques, dramaturgiques, financières, etc. Si tu les intègres pas, tu peux rien faire. Donc de la même manière, si tu veux, la contrainte entre guillemets de se dire, ok, c'est une scène intime en fait, mais on n'est pas des objets en fait. On a le droit aussi d'avoir des limites. Et en fait, tu travailles avec nous, on est de la matière vivante. Tu dois intégrer en tant que réalisateur, réalisatrice, cette contrainte-là. Et c'est parce que d'un seul coup, tu auras aussi ces contraintes-là et que tu les auras intégrées, tu vas aller même plus loin parce que c'est dans un cadre défini aussi que tu trouves une liberté à l'intérieur. Vous avez tourné et réalisé un film en 2016 qui s'appelait Iris, où là, il y avait des scènes chaudes. Et là, à l'époque, pas de coordinateur. Non, ça n'existait pas déjà à l'époque. Ouais. Et vous vous souvenez de ces moments où vous faites des choses et vous savez pas si ça... Ce film-là, c'était surtout hyper drôle, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, ce film, tout a été de travers. Donc là, c'était un remake d'un scénario américain qui ne s'était pas fait. Et quand j'écris ce film, je l'adapte pour la France, etc. En fait, tout a été... rien ne s'est fait comme prévu. Et entre autres, je me suis retrouvé je voulais engager un acteur qui me coûtait trop cher. Et ça a fait un énorme... on a eu un énorme clash, si tu veux. Et à quelques semaines du tournage, je ne trouvais pas d'acteur pour le remplacer. Ouais. Parce qu'il y avait des scènes de bondage. Ouais. En gros, c'était un face-à-face entre deux personnages, un good guy qui a été joué par Romain Duris et un bad guy qui était un banquier d'affaires et qui était fétichiste, tendance masochiste. Oui. C'est pour ça que je vous pose la question sur... Et donc, je propose le rôle à... Je ne vais pas dire les noms. Dites-moi. Non, si, dites-moi. Non, ça n'a pas d'intérêt, mais je propose des noms des acteurs, personne ne veut y aller, quoi. Et je pense que le fait de jouer un mec maso et pas un sadique qui donne des fessées, en plus, les mecs, c'était genre... non. Et alors, je leur dis, mais c'est ça qui est intéressant, sinon, c'est pour donner des fessées, enfin, bref. Et donc, je me retrouve et Romain me dit, vas-y, fais le rôle... le producteur aussi, tu vois, au bout d'un moment, je me retrouve, plus ça avance, plus je me dis, je vais le faire. Et je me retrouve sur les scènes donc intimes, en plus avec Charlotte,
Charlotte Lebon. Avec Charlotte Lebon. Donc en plus c'était drôle parce qu'on avait fait du coaching avec une spécialiste qui est adorable d'ailleurs. On avait été voir comment ça se passe, comment on attache, etc. Mais comme à l'école avec nos sacs à dos, on arrivait, on partait, bon bah salut, chacun son chose, c'est complètement surréaliste. Mais le jour où je tourne la scène, moi c'est la première fois et la seule fois d'ailleurs depuis où je tourne dans mon propre film. Et donc du coup, je me retrouve sur le plateau avec des techniciens avec qui je bosse. Et moi, déjà que je joue devant, ça me stresse un peu. Mais bon, voilà. Mais surtout, j'arrive encordé. C'est-à-dire que je suis en backstage, j'ai des cordes de partout, quoi. Comme ça, tout nu avec des cordes, quoi. Ouais. Et donc j'arrive, je fais bon les gars, puis moi je suis un gros chariot en plus. Donc d'habitude je suis tout le monde vas-y mais tu parlais de technique, moi j'adore mettre des cranes, tu vois des trucs et puis j'aime bien faire des vannes quoi, j'aime bien me marrer quoi. Mais alors là ça à mes dépens donc c'est mort quoi. Donc j'en garde un souvenir qui est plutôt un moment où on s'est vraiment marré. Mais est-ce que vous auriez eu besoin par exemple, contre, à un moment donné, on a complètement oublié ça. Une fois, donc ce qui était drôle, c'est que moi j'étais à poil en corde, comme ça, et que j'allais vérifier les plans. Comme ça au combo, là c'est bien, vas-y plus serré, vas-y j'y retourne, je m'allonge, c'était n'importe quoi. mais voilà, donc c'est plutôt un souvenir drôle quoi. Allez, on va finir là-dessus. J'ai une dernière question justement. Est-ce que vous, depuis que vous avez commencé à tourner en tant qu'acteur puis réalisateur, vous voyez une tension, et un changement déjà, et peut-être une tension sur les plateaux de ciné, parce qu'on a l'impression que le monde du cinéma est vraiment touché par ça, entre les hommes et les femmes, les actrices et les acteurs? Je vais te dire la vérité, je ne sais pas trop, parce que je me suis jamais retrouvé... Non, j'ai reformulé. Déjà, je ne sais pas trop parce que ces dernières années, j'ai plutôt fait du documentaire. Ouais. Parce que j'avais envie de sortir de cette bulle de la fiction et que, tu le disais tout à l'heure en préambule, le monde est tellement dingue, en particulier ces dernières années, depuis le Covid, j'ai l'impression, où j'avais besoin de me ressourcer dans la réalité. Ensuite, moi, mes préoccupations ont changé comme celles de beaucoup de gens. Et par exemple, quand je coproduis Niki de Saint-Phal, je le fais, ou même Charlotte, je le fais avec une certaine fierté et une curiosité, un appétit de voir des réalisatrices s'emparer de sujets, pas forcément que féminins, hein, mais en tout cas de s'emparer, parce que Niki était aussi une féministe dans l'âme. On a reçu Céline Salette dans l'émission, moi qui nous en a parlé. Mais il y avait en tout cas, moi je trouve que le monde va dans... Quand je fais DSK, on s'interroge là-dessus, sur le post-MeToo. C'est quoi DSK en fait, quand on le fait, c'est 10 ans après MeToo. Donc le monde a changé. Et c'est plutôt ça que je vois. Après, tant mieux si on remet plein de choses à zéro et qu'on part sur des bases meilleures. J'espère que l'humanité en général peut aller vers le mieux. J'y crois, en tout cas, j'espère. Merci beaucoup, j'espère. Là, si on doit choisir un film, vous m'avez dit que vous ne pouviez pas avoir votre film préféré, mais on prend quoi? Là, je me ferais bien ce soir un truc après 2 heures de discussion. Je me ferais bien un bon vieux Blade Runner. Allez. Surtout là dans ce décor déjà gris, sombre, ça me fait penser un peu à ces décors de Los Angeles du premier Blade Runner.